Oui, je suis bien Alfred Wahl. Alors, j'étais professeur aux universités, à l'Université de Lorraine en histoire contemporaine. Je suis originaire du Haut-Rhin, mais j'ai fait l'essentiel de mes études dans le Bas-Rhin, ce qui fait que je suis un Alsacien intégral. Haut-Rhin et Bas-Rhin, je connais tous les préjugés des uns contre les autres. Voilà, et alors, bon, j'ai écrit plusieurs bouquins sur l'histoire d'Allemagne contemporaine. J'ai écrit aussi des choses sur l'histoire d'Alsace, contemporaine aussi. Je ne me hasarde pas dans des périodes qui ne sont pas les miennes. Je ne suis pas un polygraphe. J'essaie de rester dans la discipline. Et ensuite, j'ai aussi touché à l'histoire du football. Ça a été d'ailleurs, à la fin de ma carrière, l'essentiel de mes occupations, puisque j'ai réussi à faire entrer dans l'université en France l'histoire du football qui était toujours considérée comme quelque chose de méprisable, qui n'avait pas d'intérêt, alors que ça touche à tous les domaines de la vie politique, économique, sociale, et culturelle, etc. Et ça a tellement bien pris que maintenant, il y a plein de successeurs qui travaillent sur l'histoire du football. Alors, selon les endroits, selon les lieux, je suis connu comme un historien de l'Allemagne, ou alors comme historien de l'Alsace un peu aussi, et ces derniers temps, plus sur l'histoire du football. Voilà. Ah, pour l'Alsace, là, vous savez, moi j'ai eu plusieurs périodes dans ma vie pour la perception de l'Alsace. Dans ma première jeunesse, déjà, tout petit, il y avait un problème, puisqu'on ne parlait pas la même langue que ceux qui sont arrivés en 1945. Parce que moi, comme je suis né juste au début de la guerre, j'ai encore vu la fin de la guerre. C'est-à-dire, j'ai encore vécu les derniers instants de la présence allemande. Bon, ceci dit, je perçus l'Alsace d'une certaine façon à cette époque-là. Ensuite, au moment de l'adolescence, lorsqu'il fallait faire sa carrière, évidemment, les problèmes se sont retrouvés aussi en tant qu'Alsacien, puisqu'on n'avait pas la maîtrise de la langue, on n'avait pas la capacité linguistique des concurrents français, comme on les appelait, puisque on a pris l'habitude, dans ma génération, on appelait les gens des autres départements les Français. Alors que ça ne venait pas à l'esprit à d'autres gens. Et on utilisait aussi le terme de l'intérieur, enfin ça tout le monde le sait. Et alors ensuite, bon, les choses se sont complètement transformées dans la mesure où quand j'ai commencé ma carrière dans l'enseignement, d'abord dans le secondaire et ensuite dans le supérieur, le problème, c'est pour ainsi dire un peu éloigné, et le problème est repris à partir du moment où j'ai commencé à écrire des choses qui ne plaisaient pas à tout le monde sur l'Alsace. Et donc, j'ai de nouveau eu des contacts avec la question alsacienne. Donc, il y a 3 périodes, en quelque sorte, sur lesquelles j'ai une expérience tout à fait originale par rapport à chaque période. J'ai écrit des choses sur l'Alsace en travaillant en historien. Or, en Alsace, il y a très peu d'historiens qui ont travaillé sur l'Alsace parce que, tout simplement, il y avait à l'université de Strasbourg, il y avait pratiquement pas d'Alsaciens qui s'occupent de l'histoire contemporaine, ni des autres périodes non plus, parce que les choses étant ce qu'elles sont. Et alors, il y avait que des historiens, en fait, amateurs, comme on dit. Moi, je n'ai pas de mépris quelconque vis-à-vis des historiens amateurs. Tout le monde a le droit d'écrire sur l'histoire de l'Alsace, mais on a le droit de constater que certains font de l'histoire en utilisant les méthodes historiques classiques, traditionnelles et légales, et d'autres qui font de l'histoire sentimentale, de l'histoire partisane, enfin, qui ne respectent pas les règles. Et donc moi, comme je respectais les règles, j'ai dit des choses qui sont objectives à l'encontre
des partenaires justement en cause, c'est-à-dire la France et l'Allemagne. Alors moi j'ai dit des choses agréables et désagréables sur les uns et sur les autres, enfin des choses désagréables et agréables, en ce sens que c'est ce que je disais, c'était la réalité des faits, les choses qui se sont déroulées, les perceptions, et donc il y a une catégorie d'historiens, notamment amateurs, qui aujourd'hui, et depuis des années déjà, écrivent une histoire parallèle, qui est celle de la détestation de la France, une dénonciation systématique de toute la politique française. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut critiquer, mais aussi comprendre des deux côtés, parce que c'est pas si simple que ça. Et du coup, on m'a classé comme un traître à l'Alsace. Enfin bon, puis il se trouve que j'avais fait un petit parcours politique très bref dans les rangs des chevènementistes. Et comme Chevènement était plutôt national et était plutôt centralisateur, depuis, je suis chevènementiste, un ennemi de l'Alsace. Voilà, c'est tout. Vous voyez, par exemple, quand j'explique la question de l'autonomisme avant 1918 et après 1918, dans le dernier ouvrage que j'ai fait, là, il y a peu de temps, j'ai expliqué que l'histoire de la volonté de rester français en 1870, que le discours des hommes politiques élus est un discours fallacieux, parce qu'en fait, la population s'est résignée très vite, et puis, d'ailleurs, l'évêque de Strasbourg a condamné le discours de Teutsch au Reichstag, quand Teutsch disait que l'Alsace est française et qu'elle refuse l'annexion. Teutsch s'est levé dans un discours où il a demandé d'intervenir. Il a dit, nous, élus, qui étaient des élus, c'était surtout des ecclésiastiques, hein, nous ne refusons pas, nous ne récusons pas le traité de Francfort, nous acceptons la situation. Alors, moi j'ai dit les deux choses, évidemment, du point de vue des Français, des francophiles acharnés, parce qu'il y a ceux qu'on appelait les Hurra Franzos, ceux-là, ils ont trouvé que j'aurais pas dû écrire ça. Mais en fait, c'était la vérité. Bon. Et après 18, pour résumer, la même chose, le même problème, c'est que on considère que j'ai défendu la France dans toute sa politique, alors que les Alsaciens, soi-disant, ont tous été des opposants en devenant autonomistes. Et surtout lorsque j'ai écrit que l'autonomisme s'est pratiquement arrêté dans les années 30, parce qu'il n'y avait plus de projet, puisque le gouvernement français a prouvé, par A plus B, qu'il ne s'attaquait plus au statut local de l'école. Donc, l'autonomisme s'est calmé, et alors, ceux qui ont pris le pouvoir dans le mouvement, ce n'étaient plus des autonomistes, c'est-à-dire des gens comme Rosset ou Karl Rose, c'est rien d'autonomiste, c'était des séparatistes. En ce sens que certains d'entre eux, d'ailleurs, un bon paquet de gens sont devenus des nazis. Alors ça, c'est inadmissible, puisqu'à l'heure actuelle, vous savez très bien qu'il y a tout un courant de réhabilitation de ces gens qui étaient en fait des nazis. Karl Rose, il s'est fait même filmer en costume de SA, avant la guerre. Et qu'il y avait des défilés de jeunesse séparatistes dans le nord de l'Alsace. Et ça, tout ça, évidemment, ça ne figure pas dans les histoires qui sont des histoires partisanes. Hein, voilà. Reprenez par exemple, si vous ouvrez le Wikipédia sur l'Alsace contemporaine, vous n'avez que des travaux, enfin des écrits de gens comme ça. Autrement dit,
n'importe quel citoyen de l'intérieur des autres départements, s'il regarde l'histoire d'Alsace dans Wikipédia, donc sur Internet, il trouve des expressions de la haine de la France. Ouais, tout est négatif, et c'est pas seulement négatif, mais c'est haineux à l'égard de la France. Ça, c'est un problème quand même qu'on devrait un petit peu s'occuper pour mettre un peu les choses dans l'ordre. Voilà. L'autonomisme originel, c'est une histoire purement catholique. C'est-à-dire l'école, essentiellement. Et même pas tellement le statut confessionnel, c'est-à-dire ce qu'on appelle le fait que les prêtres soient payés, tout ça. C'était pas tellement le concordat, c'était plus la législation scolaire qui date de l'époque française, de 1850, la loi Fallou, qui faisait que l'école était confessionnelle. Et alors, le débat, c'était pas du tout l'école laïque. Bon, Herriot avait dit en 24, pendant quelque temps, qu'il fallait faire la législation scolaire comme ailleurs en France, mais ça n'a pas duré. Ça a duré quelques mois. Ça a commencé dès son arrivée au pouvoir en mai 1924. En janvier 25, il avait décidé de remettre le dossier aux mains du Conseil d'État en leur conseillant vivement de ne pas trancher vite. Voilà, donc c'était fini, pour ainsi dire. Personne n'a plus remis en cause l'école. Ce qui s'est produit après, c'est le fait que certaines municipalités ont pris, mais les autonomistes locaux, ils ont toujours accusé l'État. Alors c'était pas l'État quand Colmar a instauré l'école interconfessionnelle, c'était la ville de Colmar, qui était une ville de centre-gauche, qui a été confirmée d'ailleurs aux élections de 25. Mais c'était pas l'État, c'était pas Herriot, ni les successeurs. Donc, une fois, au bout de quelques années, notamment au début des années 30, l'affaire s'est calmée puisqu'il n'y avait plus de menaces. Comme il n'y avait plus de menaces, l'autonomisme catholique, c'est-à-dire la défense de l'école confessionnelle, qui était absolument, pour les catholiques, c'était un problème totalement capital. Il n'était pas question de mélanger les enfants protestants et les enfants catholiques dans les écoles. Alors, une fois cette menace arrêtée, bon, le PR, le Parti catholique, il a cessé d'être fortement autonomiste. Ce sont les autres qui n'avaient rien à voir avec le Parti catholique, d'ailleurs. Ils étaient même ennemis. Et ceux-là sont devenus, en fait, très vite des séparatistes. Par exemple, en 29, après le procès de Colmar, le Karl Roos en question, qui n'était pas là d'ailleurs, il avait fui, il a tout de suite créé une formation politique, et laquelle formation politique a défini une constitution dans laquelle la France était quasiment un pays étranger. Et il était clair que la langue française ne devait pas être la langue de l'Alsace. Il y avait la langue allemande et le français qui était accepté, toléré comme deuxième langue. Donc on voit que l'image aujourd'hui, c'est de dire qu'il y avait un mouvement autonomiste, mais c'est faux. Le mouvement autonomiste, les Walter et compagnie, qui étaient des élus catholiques, ils ont cessé d'être très actifs après les années 30. Et d'ailleurs, il est parti en 40, il est parti en France. Alors que les autres se sont ralliés aux nazis qui sont arrivés. Donc il n'y a pas un courant. Et c'est ce que j'ai mis en valeur, en vigueur, dans l'ouvrage. Mais ça, c'est pas admissible. Pour ces gens qui, aujourd'hui, écrivent l'histoire d'Alsace, il y a les autonomistes, mais qui sont des gens qui sont simplement autonomistes. Pour vouloir réhabiliter Karl Roos comme un défenseur de l'Alsace autonomiste,
Ça n'a aucun sens, parce qu'en 1933, Hitler a supprimé l'indépendance, l'autonomie des États allemands. La Gleichschaltung, ça veut dire qu'il avait détruit les gouvernements de tous les États allemands. Donc il n'était plus question d'autonomisme, mais Karl Ross et tous ses amis savaient, en 1933, et surtout après 1934-1935, qu'il n'y aurait plus jamais d'autonomisme alsacien. C'est bien la preuve qu'ils voulaient accepter ou promouvoir l'annexion à l'Allemagne. Voilà. C'est tout simple, mais vous savez, l'histoire n'est jamais acceptée par les gens qui ont des convictions. Ça, c'est normal aussi. Hein. Mais bon, on n'est pas obligé de s'aligner sur des convictions quand elles sont complètement fausses. Quoi. Séparatisme, c'était très flou. Hein. Un État alsacien, peut-être, mais surtout, de plus en plus, le ralliement à l'Allemagne. C'était des gens qui avaient eu une formation allemande, qui étaient complètement dans la culture allemande. C'était des générations qui ont peut-être appris le français parce qu'ils allaient au lycée. Mais à l'époque allemande, on n'apprenait pas le français à l'école primaire. Hein. Il fallait aller au lycée pour avoir le droit d'apprendre. Donc, pour la plupart, ils ne savaient pas un traître mot de français. Alors, pourquoi tous ces gens-là auraient-ils immédiatement adhéré, hurrah, France, etc. Non, on peut comprendre. Mais ce qu'on ne peut pas tellement cacher et nier, c'est leur adhésion à un régime nazi. Ce n'était pas l'Allemagne traditionnelle. D'ailleurs, l'Allemagne dans les années 20, ils ne pouvaient pas s'en réclamer parce que c'était une Allemagne démocratique. Et même social-démocrate par moment. Donc, c'était pas leur espoir, mais quand Hitler est arrivé, c'était leur idéal, quoi. Alors, par exemple, il y a des choses qui sont écrites et dites, qui font rire d'ailleurs. Hein, par exemple, qu'en 1870, l'Allemagne a libéré l'Alsace. On peut considérer que des choses-là peuvent être véridiques, mais pour qu'il y ait libération de l'Alsace, il faut que l'Alsace ait été opprimée, que l'Alsace est un fort courant de défense de son originalité. Or, en 1870, il n'y avait pas de mouvement pacifique, ni encore moins armé, contre la France. Donc, il n'y a pas de libération. Personne n'a demandé à être libéré, donc c'est faux comme interprétation. Si, par exemple, en Alsace, dans les années 60, il y avait eu un mouvement d'opposition, des revendications particulières, etc., et des demandes en faveur de la culture germanique, on pourrait accepter ça. Hein, mais là, c'est une interprétation complètement fallacieuse, quoi. Voilà. Ça va dans ce sens. Bon, alors des choses beaucoup plus polémiques encore, où je me sens parfaitement concerné, quand ils disent ils ont écrit ça quelque part, que le mémorial d'Alsace-Moselle à Schirmeck, c'est le bateau amiral de la déformation historique de l'Alsace. Déformation tendancieuse de l'Alsace. C'est en fait l'historique de la guerre, avec une introduction sur les périodes précédentes, avec des allusions aussi aux problèmes de l'autonomisme, mais très, très peu développé, parce que le fond même, c'est la guerre. Alors, sur la guerre, évidemment, il y a tous les événements, le côté événementiel, militaire aussi, évidemment, on ne pouvait pas s'en passer, mais on était une commission scientifique qui avait été recrutée par le Conseil général. À l'époque, c'était Richert qui était le président du Conseil général. Bon, alors il y a eu quand même, je dois dire, il y a eu quelques incidents, mais ça tenait au fait que
il y avait un chef de projet politique qui était le représentant de Richert et qui avait l'ambition, d'ailleurs il est parti, il avait l'ambition d'être lui le directeur de l'opération, alors qu'il n'était pas un historien, il n'était pas fait pour ça, il était pour le contrôle politique, si vous voulez, contrôle administratif de la chose. Politique, c'est faux, mais un contrôle administratif. Et entre nous, à l'intérieur de la commission, où il y avait des historiens, mais il y avait aussi quelques politiques, il y avait Borde, il y avait aussi Jean Lorrain, les deux ministres qui ont demandé à être membres, parce qu'ils étaient quand même parfaitement concernés comme anciens ministres. Hein. Et donc, nous avons fait un scénario, et l'administration a alors recruté un scénographe. Ce scénographe, il avait une idée préconçue, bien que ces expositions qu'il avait fait avant, c'était sur des oiseaux, sur je ne sais quoi. C'est ce qu'il me disait. Hein. Je dis, moi, j'y connais rien, mais quand le moment était venu d'imposer ses vues, par exemple, j'avais fait, je ne sais plus combien de séquences, quoi, comme on fait pour une exposition. J'avais déjà fait une exposition en 1984 pour la libération de Strasbourg, à l'Aubette. Une exposition instituée par le gouvernement. Mais là, c'était le conseil général. Bon, donc, enfin, c'était pas encore le conseil général au début. Le problème, c'est que là, il y a eu un problème à cause de ça, d'ailleurs. Et alors, le muséographe qui a été mis en place, il a voulu imposer ses propres idées. Ses propres idées, c'était qu'il fallait faire une place gigantesque à la question juive. Mais en Alsace, il n'y avait plus de juifs en 1940. C'est ce que j'ai essayé de lui expliquer. Ils étaient tous partis, expulsés ensuite en 1940. Les derniers qui étaient restés, mais il n'y en avait plus beaucoup, ils avaient pris les devants. Donc on n'avait pas à mettre dans le mémorial toute la question juive, la Shoah et tout. Et or, c'était lui, c'est la seule chose qui l'intéressait. Alors, j'ai essayé. C'est pour ça que, d'ailleurs, moi, j'avais considéré que l'élément essentiel, c'était l'incorporation de force. Ce que tout le monde reconnaît. N'importe quel Alsacien, il reconnaît ça. Et donc, j'avais fait 2 séquences sur les 10, sur l'incorporation de force. Lui, il est venu, il a tiré un trait dessus sur les travaux du conseil scientifique en enlevant tout simplement une séquence sur l'incorporation de force. On sentait l'animosité du bonhomme contre l'incorporation de force, ce qui est assez courant chez les gens non instruits à l'intérieur des autres départements. C'est d'ailleurs une des raisons, puisque vous parlez d'Alsaciens, etc., c'est une de mes animosités traditionnelles de longue date contre les gens qui jugent à l'intérieur de la France. Ils n'avaient qu'à partir, ils n'avaient qu'à ne pas y aller, etc. Contre ces jugements et cette volonté de transformer les incorporés de force en volontaires, hein, parce qu'il y en a un peu partout comme ça. Alors, donc, il allait tout à fait dans ce sens-là. Hein. C'était le français le plus obtus sur la question de l'incorporation de force. On m'a fait comprendre que je n'avais pas l'aval des autorités. D'autant que la commission a été chargée arbitrairement par le gouvernement et par le préfet de choisir le lieu parmi les candidats pour le site du mémorial. Alors ça, moi je me souviens, je me suis un peu énervé avec le préfet dans son bureau parce qu'il dit « Vous ne sortirez pas d'ici avant d'avoir choisi le lieu avec votre commission. » Moi je dis « Mais nous ne sommes pas compétents pour ça, c'est pas notre affaire. Nous n'avons pas les compétences ni pour les finances, ni pour rien. » Bon, du coup, ça s'est mal terminé. Et quand la commission a forcé de choisir par les autorités préfectorales et gouvernementales, hein, parce que
le ministre aussi m'avait à l'époque fait savoir qu'il fallait qu'on décide. Et donc on a décidé, puis la majorité s'est faite pour Strasbourg, qui avait posé sa candidature, mais je n'avais pas compris que c'était sans conviction. Et donc Strasbourg a été choisi, 1 ou 2 jours après, je ne me rappelle plus. Et là, alors, évidemment, ça a été un gros problème politique, et ça s'est traduit par une intervention directe du maire de Strasbourg à l'époque, qui était Roland Ries, et qui s'est désisté auprès du Conseil général. Donc c'est le Conseil général qui a pris le pouvoir, contre le vote. Non, là, c'était déjà un peu humiliant. Enfin bon, on fait avec, parce que quand les politiques ont toujours raison, puisqu'ils ont le pouvoir. Et alors, en fait, ils voulaient aussi changer la commission, le président et tout. Mais ça, c'est une question de détail. Hein. Pour l'opinion, ça n'a aucun intérêt, mais je vous le dis quand même, puisque vous le demandez. Et alors, il se trouvait que Bord et Laura, qui étaient à la Fondation Entente franco-allemande, que je fréquentais aussi pour des questions historiques, m'ont dit « Ah, ça va pas, ça ». Et ils sont allés voir Richert en lui disant « Bon, ben, vous gardez Val comme président de la commission, ou nous, on sabote le tout. Hein ». Et ça s'est fait confidentiellement, évidemment, pas publiquement. Personne n'en a rien su. Et puis ce qui fait que Richert, qui est quand même un homme intelligent, et il a cédé, m'a laissé en place, donc ce qu'on a continué. Ce qui fait que l'histoire des incorporés de force a un peu été négligée dans le mémorial. Mais enfin, bon, pour le reste, pour ce qui concerne le navire amiral, moi, j'ai fait ce que j'ai pu, et il en reste quand même un gros paquet sur l'incorporation de force. Il n'y a pas que la résistance et tout le reste. Voilà. Ben, sur l'histoire de Tambov, il y a eu beaucoup de choses, des témoins, qui ont écrit dessus. Alors, il y a eu évidemment des choses extraordinaires. Là, les associations étaient divisées. Hein. Il y en avait une qui était plus... je ne sais pas comment les situer, mais enfin, il y avait une association classique qui s'était ralliée au gaullisme, hein, enfin, comme tout le monde, en 1945. Et l'autre association qui était plus orientée à droite, plus anticommuniste. Et donc, ceux-là ont surtout expliqué qu'il y avait 15 000 morts, Tambov, hein. Alors que les autres, ils ont fait des calculs, ils ont fait des recherches. C'est difficile, hein. Moi, je ne sais pas exactement, mais enfin, ils en sont arrivés à 3 000 de morts à Tambov, hein, ce qui fait quand même une très grande différence. Mais cela dit, le comportement aussi des Russes, est-ce qu'ils sont comportés autrement avec les autres prisonniers? Sans doute pas. Déjà, le fait qu'ils aient mis les Alsaciens, les Luxembourgeois, dans un camp spécial, ça prouve qu'ils ont reconnu l'existence de la spécificité alsacienne. Et d'ailleurs, ils ont nous libérés en juillet 1944. Ils ont nous libéré un paquet d'incorporés de force. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas libéré les autres? C'est ça la question. C'est sans doute pour d'autres raisons que des raisons purement utilitaires. Hein. Parce qu'il y a quand même eu le problème, c'est que c'est libéré, les 1500, comme on les appelle. Hein. Ils n'ont pas bien parlé des Russes après, en arrivant à l'ouest, parce qu'ils sont arrivés en Afrique du Nord. Et peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles ils n'ont plus libéré de prisonniers. On n'en sait rien, personne ne peut l'attester, ça. Les Soviétiques ne les ont pas lâchés, mais le problème c'est de savoir pourquoi ils n'ont pas lâché les suivants. Ça,
C'est difficile à dire. Est-ce que c'est pour des raisons politiques, parce qu'ils n'ont pas été bien jugés par les libérés? Ce qu'on sait, c'est que De Gaulle n'a pas non plus beaucoup insisté quand il a fait son voyage en hiver 1944. Parce que lui était aussi mal informé, mal conseillé sur la question. C'est clair. Et puis c'est au moment où il y a la guerre, il y a les passions, alors les gens n'ont plus de nuances, il n'y a plus de nuances, il n'y a plus de... C'est noir ou blanc, et puis voilà. Alors donc, on comprend très bien ce que c'est ce système. Et puis alors, on peut aussi discuter de la manière dont les soviétiques les ont traités. Ils ont traité les Alsaciens comme les autres prisonniers, sans doute. Et puis, au point de vue de l'alimentation, par exemple, puisque certains prisonniers racontent que eux ont fourni de la nourriture aux voisins des lieux de travail, dans les forêts. Alors, ils faisaient du travail forestier. Ils leur ont apporté de la nourriture du camp de Tambov contre les cigarettes. Ça voudrait dire, au moins pour cet exemple précis, d'un témoin précis, que les Russes n'étaient pas mieux nourris qu'eux. Enfin, il y a beaucoup de problèmes qui se posent à ce propos-là. Évidemment, les jugements ont été tendancieux, mais c'est normal, c'est noir ou blanc ou noir, et c'est la passion, il n'y a pas de nuance, quoi, voilà. Il faut quand même préciser au départ que le Struthof, ça n'a rien à voir avec l'Alsace, parce qu'il y a peut-être un ou deux Alsaciens au Struthof, mais c'était pas du tout les Alsaciens. C'est Schirmeck qui a été... Et Schirmeck était un camp de redressement, c'était pas un camp d'extermination, ni de concentration. Il n'avait pas ce statut. C'était un camp de redressement, simplement. Et bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas été bien traités, mais enfin, le camp de Schirmeck, on entrait, on pouvait aussi en sortir. Ça n'a rien à voir, c'est un camp de concentration, on y était à vie. Et Schirmeck est destiné aux Alsaciens, mais le Struthof pas. Donc, le Struthof fait partie de l'histoire d'Alsace, comme les champs de bataille de la guerre de 14, sur les Vosges. C'était des champs de bataille franco-allemands. C'était pas des champs de bataille alsaciens, quoi. Voilà. Sur le Schirmeck, c'est tout à fait différent. Mais on comprend très bien les protestations quand le gardien du camp de Schirmeck s'est retrouvé en liberté très vite, quoi. Et, enfin, pour ce qui concerne la question de l'alsacienne, j'avais indiqué au début qu'il y avait des étapes dans mon itinéraire. Et la question sur laquelle on a débouché, c'est sur la troisième période. Mais la première période est intéressante aussi, parce qu'elle est aussi dénigrée comme étant une période où les Alsaciens auraient été opprimés. Alors, comme symbole, il est chic de parler français. Hein. Bon. Alors moi, j'étais dans la même perspective. Hein. Je trouvais ça humiliant, je trouvais ça, bon, scandaleux, mais quand on y réfléchit, je suis devenu professeur d'université en n'ayant pas appris un mot de français avant l'âge de 7 ans. Comment peut-on entrer dans une catégorie sociale en continuant de parler l'alsacien, en boycottant le français? Maintenant, je me dis, mais c'était une formule de promotion du français tout à fait justifiée, mais maladroite, parce que ils auraient dit, c'est en votre intérêt de parler français. J'aurais compris, parce qu'on n'était quand même pas non plus des imbéciles. Donc là, j'aurais compris s'il l'avait dit, parce que maintenant, je le comprends très bien que
c'était important qu'on fasse des efforts pour parler français. Maintenant, sur le fait que l'alsacien disparaisse, hein, c'est une réalité, mais bon, puisque vous voulez savoir mon opinion personnelle là aussi, je n'arrive pas à regretter. Je constate et je suis très vite résigné parce que je sais qu'il y a des centaines de langues qui disparaissent dans le monde. Et l'alsacien est appelé à disparaître. Alors ce n'est plus aujourd'hui qu'une question de famille. Parce que tous les promoteurs de la langue alsacienne, ils veulent faire des lois et tout, mais eux, est-ce qu'ils ont appris à leurs enfants l'alsacien? J'en connais qui ne l'ont pas fait et qui sont des grands promoteurs de la diffusion de l'alsacien. Ça, c'est quand même aussi un problème. Et moi, l'alsacien, maintenant, si on me demande de parler, j'ai de plus en plus de difficultés, pour le vocabulaire surtout, puisqu'il se perd. Mais j'ai parlé alsacien toute ma vie avec ma mère, jusqu'en 2003 ou 2004. Ensuite, j'ai parlé alsacien avec mon frère et ma sœur. Je parle encore aujourd'hui alsacien avec ma sœur, mais c'est le dernier interlocuteur que j'ai.